Bonjour à toutes et à tous. On fait aujourd'hui un forum du secteur éducation du NPA révolutionnaire. J'en profite pour dire à ceux et celles qui bossent dans le secteur éducation, quel que soit le métier, la fonction, le poste qu'ils occupent, le type de contrat, etc., qu'ils et elles sont les bienvenus sur le WhatsApp éducation, qui est pour l'instant un peu le moyen de structurer ce secteur éducation. Blague à part, c'est quand même utile d'avoir des échanges entre nous, en particulier en période de mobilisation. Ça permet d'avoir souvent des infos qui sont utiles, y compris à partager auprès de nos collègues. Ça peut vraiment avoir son intérêt, voire y compris dans la perspective de vraiment construire des mobilisations et d'essayer d'y jouer un rôle. Alors justement, le sujet qu'on a voulu mettre en discussion un peu devant vous aujourd'hui, c'est le problème de grève des dernières années, à la fois en France et aux États-Unis. Voilà, j'en dis pas plus parce que ceux qui vont en parler, c'est ceux qui sont à côté de moi. Donc Guylaine d'abord, qui est enseignante dans la région de Bordeaux, juste à côté, là, enfin, à Agen pour être précis. Et David, qui est enseignant de l'autre côté, qui est enseignant aussi à Bordeaux. Voilà, donc c'est... Sud-Ouest. Voilà. Mais qui vont parler de localités très, très différentes, puisque Guylaine, tu commences par nous parler des États-Unis. Alors, on va parler des États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu des grèves importantes récentes dans l'éducation nationale. Et vous allez comprendre dans le topo pourquoi il y a eu une possibilité d'avoir des échos précis là-dessus. Et justement, avant de commencer, je vais vous donner quand même quelques éléments sur l'organisation de l'éducation aux États-Unis, le mouvement syndical, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous. Donc aux États-Unis, l'enseignement n'est pas du tout organisé de façon centralisée, même si chez nous ça l'est de moins en moins. On a quand même un ministère de l'Éducation nationale, un budget d'éducation nationale, etc., etc. Il est essentiellement sous la responsabilité des États, les États fédérés. L'organisation décentralisée, donc elle est à trois échelons. L'échelon local, l'échelon de l'État, le Massachusetts, l'Oregon, etc., et l'échelon fédéral, national. Ah oui, je vais trop vite. Non, c'est bon. Non, ça va, c'est bon, super. À l'échelon local, donc les districts scolaires, ils gèrent le budget, le contenu des programmes, ils recrutent les enseignants et un surintendant qui dirige tout ça. Jusque dans les années 80, les districts scolaires, ils étaient majoritairement financés par les impôts locaux. Aujourd'hui, ils dépendent surtout en fait des États fédérés, donc par aussi des impôts locaux. À cet échelon, l'éducation, elle dépend de ce qu'on appelle un department, alors excusez mon accent d'avance, Department of Education and un State Board of Education. La Constitution américaine laisse aux États fédérés donc une indépendance totale dans l'organisation scolaire, le choix des manuels, le salaire des enseignants et le budget consacré à l'enseignement. Ce qui explique les disparités, ce qui explique qu'on entend parfois parler que dans tel État, on veut interdire dans les programmes l'enseignement des théories évolutionnistes et qu'on parle du créationnisme comme si c'était une théorie scientifique, enfin vous voyez, ce genre de choses. Donc ce système, du coup, il est bien sûr marqué par d'importantes disparités géographiques. Et à l'échelon national, le ministère de l'Éducation, qu'on appelle l'US Department of Education, il fixe lui les grandes orientations, il promeut des programmes éducatifs à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais l'État fédéral, il ne finance qu'une part très minoritaire de l'éducation, moins de 10% des dépenses consacrées aux établissements du primaire et du secondaire. Et il consacre son attention à corriger, vraiment avec des gros guillemets, les inégalités d'accès à l'éducation grâce à des programmes d'aide. C'est principalement ça son boulot. Alors cette décentralisation, donc je reviens un peu juste sur les inégalités. Chaque année, les États-Unis, elles consacrent 7% du PNB à l'éducation et les recettes donc, proviennent des impôts locaux et d'une enveloppe fédérale. Mais les aides fédérales, elles sont proportionnelles à la richesse des États. Donc par exemple, le Mississippi reçoit beaucoup plus d'argent que le New Hampshire, parce que le New Hampshire est plus riche. Et donc les écarts sont très importants entre les États dynamiques et ceux qui ont plus de difficultés. Mais aussi, il y a des inégalités importantes entre les municipalités d'un même État, voire entre les quartiers. D'accord ? Et donc, le recrutement des enseignants, il est local, il faut être diplômé, bien sûr, et avoir la certification du board fédéral pour être recruté par un établissement. Donc, les conditions de travail, de salaire, elles dépendent d'un contrat. Un contrat qui lie l'établissement dans lequel vous travaillez aux autorités locales et un contrat qui est renégocié tous les 3 ans. Et ça, c'est hyper important. Ce contrat, c'est le syndicat local qui le négocie au nom de tous les salariés de l'établissement. Alors, il y a là-dessus un truc un peu compliqué qui n'est pas vraiment clair. Il y a eu des changements. L'appartenance à un syndicat, ça permettait de négocier des accords pour les seuls syndiqués au départ
Et c'était un droit d'autant plus important dans un pays où la couverture sociale de base peut être nulle. Donc plus votre contrat vous protège, et mieux c'est. Donc du coup, les gens se syndiquaient, globalement, souvent dans l'éducation. Mais un obstacle s'est développé ces dernières années, ce qu'on a appelé en fait le right to work, ou droit au travail, qui est en fait mal nommé. Cette législation, elle donne la possibilité aux salariés de ne pas payer les cotisations ou les frais de négociation, tout en bénéficiant de la représentation syndicale. Et donc les syndicats pourraient se retrouver privés de leurs principales ressources financières. Mais récemment, la Cour suprême a décidé d'instaurer cette doctrine du droit au travail dans tout le secteur public. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas trop. Alors l'éducation, globalement, quand même, comme chez nous, par contre, elle est victime d'attaques ultralibérales depuis des années. Baisse des salaires, hein, il y a eu moins 8,9% depuis 2000, augmentation des cotisations d'assurance maladie, d'épargne retraite, développement des écoles privées sous contrat, généralisation surtout des performances individuelles comme critères d'évaluation. Hein, ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Mais alors que donc ce contexte qui existe était difficile, eh bien, il y a eu plusieurs grèves victorieuses qui ont eu lieu dans l'éducation depuis 2012. Donc d'abord dans une période un peu de développement à nouveau de mouvements sociaux post de la crise de 2008, de mouvements à partir d'en fait d'une déception devant la passivité, les compromissions, pour ne pas dire les trahisons des grandes centrales syndicales. Il y a eu des enseignants et enseignantes américains qui ont décidé d'impulser un renouveau de l'intérieur. Le syndicalisme états-unien, qui est très bureaucratisé, qui propose une action plutôt centrée sur la défense individuelle de ses membres et qui était très réticent à s'opposer aux attaques perpétrées contre l'école publique. Donc il y a des enseignants qui se sont investis du coup pour proposer autre chose, on va en reparler un peu après. Alors ce renouveau de l'intérieur, ça s'est fait par ce qu'on appelle les caucus, c'est-à-dire des groupes de syndicalistes qui ont une vision politique, sociale un peu similaire dans le syndicat, ou ce qu'on appellerait peut-être une tendance, vous voyez, une tendance ou une fraction, et qui ont contesté la direction aux anciennes directions. Et donc l'exemple le plus parlant, le caucus le plus important, c'est le comité des enseignants de base, CORE, le Caucus of Rank and File Educators, qui a développé donc un syndicalisme de lutte aux antipodes du modèle corporatiste. Et ce nouveau syndicalisme, il a d'abord émergé dans les grandes mégapoles, alors pas particulièrement à Chicago, hein, en 2012, c'est là-bas qu'il y avait eu une grande grève, mais il s'implante dorénavant sur l'ensemble du territoire. Alors, 3 éléments ont contribué à son succès. D'abord, une stratégie d'action basée sur la surprise, sur le spectaculaire. Ces nouveaux militants ont décidé d'orienter le combat vers les médias en développant des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est une méthode de communication centrée sur le vécu des salariés vulnérables. Les logos des organisations syndicales sont peu ou pas présents. Les prises de parole ne sont plus le fait des responsables syndicaux. Et dans les discours, les écrits, le traditionnel vocabulaire syndical, c'est un peu effacé parfois, hein, classe, exploitation, ça dépend. Et le succès des campagnes réside dans la mise en avant des collègues les plus précarisés au travers de narrations. Hein, ils racontent ce qu'ils vivent, et ce choix, donc, c'est argumenté en disant c'est très facile de critiquer une idée, mais c'est beaucoup plus difficile de critiquer le vécu d'une personne en difficulté. C'est vrai, on ne va pas aller dire à quelqu'un qui galère, on n'en a rien à foutre de ce que tu nous racontes. Les opprimés, ils doivent faire ci ou ça. Voilà. Et troisièmement, une politique d'alliance large englobant la société civile et les nouveaux mouvements sociaux. Donc le syndicalisme états-unien, aujourd'hui, ces syndicalistes radicaux, un peu, ils construisent des alliances avec la société civile. Les parents d'élèves donc, sont les partenaires privilégiés des corps, et il y a des liens très solides avec les associations de quartier. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un mouvement associatif, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, qui avons une vision des États-Unis très individualiste, qui est à la fois vrai, mais il y a un mouvement associatif qui est très, très développé, très présent. Et donc, ils ouvrent leurs audiences à d'autres publics avec ces associations. Ils recherchent aussi le soutien des personnalités publiques locales. Hein. Alors, les pasteurs, pastoresses, il y a beaucoup ça, les sportifs et sportives, les politiciens, etc. Et donc ce mouvement plus vaste, qu'on appelle Red for Ed, le rouge pour l'éducation, s'est un peu développé dans tout le pays. Alors, lors des Labor Notes à Chicago, en avril dernier, auquel j'ai participé, qui est un immense rassemblement de syndicalistes radicaux, justement, mais dans tous les domaines, hein, il y a eu du coup plusieurs ateliers pour parler des luttes dans l'éducation, animés par ces syndicalistes des corps, mais un peu partout dans le pays. Il y avait vraiment des gens qui venaient de partout. Et donc je vais vous présenter
pour que ça alimente le débat. Hein. Vous verrez que ça fait écho peut-être à des choses qu'on connaît. Certains aspects entendus lors de ces ateliers. Le premier atelier, il portait sur la construction justement d'un soutien chez les parents et dans la population lors de grèves enseignantes. Et le deuxième sur les grèves illégales d'enseignants. Parce qu'il y a en fait plein d'endroits, plein d'États aux États-Unis dans lesquels la grève des enseignants est soit complètement illégale, souvent pas complètement, soit très encadrée. Ils peuvent faire grève qu'au moment du renouvellement du contrat ou ce genre de trucs, vous voyez. Et donc du coup, quand ils ne font pas de grève et quand ça ne correspond pas aux critères, c'est du coup illégal et ils peuvent risquer gros, comme on va le voir. Alors, lors du premier atelier, les intervenants avaient des expériences très diverses liées à leur provenance géographique d'abord. Une enseignante d'une ville du Sud où la grève n'est autorisée que si les négociations pour le renouvellement du contrat tous les 3 ans ont échoué, a expliqué comment ils avaient mené campagne avant pour montrer que la grève serait le dernier recours. Il y a eu besoin donc de beaucoup d'explications aux parents pour leur faire comprendre que ce qui était revendiqué pour le contrat, c'était bon pour les élèves aussi. Ils insistaient beaucoup pour dire qu'il fallait toujours faire le lien entre les raisons des revendications, donc de la grève, et les besoins des élèves, mais aussi des profs. Par exemple, avoir un meilleur salaire pour pouvoir vivre dans le coin de l'école, hein, quand c'est très cher. Parce que sinon, ils sont loin, et donc voilà, ça complique leur vie. Ils ont aussi recruté, alors ça c'est très américain, ce qui s'appelle des community organizers, c'est-à-dire un activiste professionnel. Des activistes professionnels, souvent c'est des étudiants. Hein. Donc voilà, ils avaient face à eux un maire républicain très anti-prof qui envoyait des messages tous les jours pour rappeler que la grève était illégale et qui était soutenue par des lobbies réac dénonçant l'endoctrinement des enfants à l'école. Donc il fallait que les parents, du coup, il fallait mobiliser les parents qui n'étaient pas là-dedans pour qu'ils montrent leur soutien face à ces campagnes d'extrême droite très relayées par les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont eu, avec ce travail, ils ont eu un gros soutien local. Les liens construits avec les parents, alors donc ils disent bien que les plus pauvres sont toujours les plus difficiles à toucher, mais voilà, une fois qu'on les a touchés, ils peuvent s'engager. Continuent du coup depuis cette grève, et depuis cette grève, ils ont travaillé en intersyndical avec les autres syndicats dépendants de la mairie, dont par exemple les flics. Alors, les flics qui officieusement en fait les soutenaient. Alors, ce qu'expliquait l'intervenante, c'est qu'il y avait beaucoup d'enseignants dans leur coin qui étaient mariés avec des flics. Donc voilà, des fonctionnaires locaux, et du coup, voilà. Les flics se sentaient solidaires de ce qui se passait. Alors, aux antipodes de ça, le deuxième intervenant, il venait de Portland, dans l'Oregon. Alors, Portland, Oregon, c'est connu pour... là, c'est la situation inverse. Hein. C'est un État démocrate, assez engagé dans tout un tas de mouvements et tout. Et donc là, il existait déjà avant la grève des groupes de parents engagés. Alors, du coup, dès que la grève a éclaté pour la négociation du contrat, ils apportaient des snacks sur les piquets de grève, ils invitaient les profs, après, ils s'occupaient d'eux, quoi. Ils diffusaient des tracts de soutien à la grève dans les commerces, hein, partout autour des écoles. Des groupes de parents et de grands-parents ont fait un sit-in dans les écoles. La grève a quand même duré 3 semaines, et chaque jour, il y a eu un thème ou une activité spécifique. Les élèves ont eux-mêmes organisé des manifs, et des parents sont allés jusqu'à la capitale d'État pour demander plus de financement public pour l'éducation. Le troisième intervenant, lui, bossait dans une banlieue chic et bourge de Boston, là sur la côte Est, là, cette fois, où la majorité est républicaine. Alors là, ils ont obtenu le soutien des dirigeants religieux. Là, c'est des paroisses qui les ont soutenus. Ils avaient organisé un groupe enseignants-parents, en fait, quelques temps avant, suite à des attaques contre les profs de sciences sociales par des parents d'extrême droite. Voilà. Et du coup, pendant leur grève, ils ont fait beaucoup de réunions avec les parents qui les ont soutenus. Et quand ils nous parlaient, c'était en avril, il nous a dit qu'ils avaient fait aussi du coup des réunions sur Israël-Palestine pour discuter de ce qui se passait, etc. Du coup, avec les parents, puisque voilà, ils avaient déjà constitué un peu ce réseau. Alors, point commun de tous les intervenants, il y a eu une longue campagne pour préparer la grève et les négociations. À Boston, ça a duré 1 an. Ils ont fait une grève de zèle pour rendre visible tout ce qu'ils font et ne faisaient plus. Ils ont fait des t-shirts, alors ça, on va le retrouver dans plein d'endroits, qu'ils portent tous le même jour. Ils sont allés sur les marchés, ils ont fait silence pendant des réunions avec l'administration. Ils avaient des réunions, ils ne parlaient pas. Et ils ont voté pour vérifier que la grève allait être majoritaire. Ça, on va retrouver ça aussi à plusieurs reprises. Ils font voter les gens. Voilà. À Portland, ils ont organisé des journées où les pro-grèves devaient porter donc le même t-shirt, et les délégués syndicaux comptaient combien il y en avait pour aller ensuite renforcer le mouvement dans les établissements les moins mobilisés. Donc ils refaisaient ça régulièrement pendant cette préparation.
Ils ont porté une casquette à un moment donné pour que les élèves leur demandent pourquoi, et après raconter. Ils ont écrit dans les bulletins qu'ils n'avaient pas le temps prévu dans leur contrat pour écrire les appréciations, et donc qu'ils n'écriraient pas d'appréciation. Des pancartes et des banderoles, du coup, avaient été faites bien en amont par les parents d'élèves. Alors, dans le débat, il y a des gens qui ont posé la question de la garde des élèves pendant la grève. Et alors là, à Portland, ils disaient aux parents qu'ils pouvaient amener les enfants sur le piquet de grève, mais que les profs ne feraient pas de babysitting. C'était à eux de s'en occuper. L'animatrice de l'atelier ajoutant que la grève, ça doit perturber, donc c'est pas aux profs de s'occuper de la garde des enfants. Hein, il fallait juste être conscient du problème. À Boston, il a répondu que ça faisait surtout chier les plus riches, alors que ceux qui ont plus les moyens de faire garder leurs enfants. Mais voilà, c'est profond. Alors sur la question des profs non grévistes, hein, qu'est-ce qu'on fait avec les profs non grévistes? Ça dépendait un peu du contexte et surtout du fait que l'établissement restait ouvert ou pas. Hein, quand l'établissement est fermé et qu'ils font un piquet parce que tout le monde est en grève, bon, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et ce qu'ils expliquent, là aussi, leur conception, c'est que pour eux, ça passe par des discussions vraiment en tête-à-tête avec tous les enseignants d'un établissement pour réfléchir à qui peut le mieux convaincre tel ou tel, et surtout à partir des besoins exprimés par les profs sur l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est-à-dire, on fait une réunion, bon, on a besoin de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va demander? C'est quoi nos revendications précises? Ça, je crois que c'est un aspect un peu aussi important. Et puis la question de la sécurité des piquets de grève, bien sûr, aussi avait été abordée, puisque les délégués, parce que ça se pose quand même, et ils ont expliqué que les délégués étaient entraînés à des stratégies de désescalade, que c'était une question à anticiper, à organiser en amont, hein, comment se protéger, et que par contre, le truc suprême, c'était de surtout pas appeler la police, même si on sait qu'elle est favorable, mais essayer de ne pas la faire intervenir. Voilà. Ça, c'était du coup pour ce premier atelier. Le deuxième, il était consacré donc aux grèves illégales dans le Massachusetts. En Massachusetts, sur la côte Est, il y a eu plusieurs séries de grèves illégales. Alors, dans le premier cas exposé, la grève elle avait été organisée il n'y a pas très longtemps, dans un contexte de lutte contre la politique municipale, avec un maire conservateur en place depuis 20 ans, au moment du Covid et des questions d'ouverture et ouverture d'écoles. Vous savez, comme on a connu nous aussi, il y a eu très peu de soutien des pouvoirs publics pendant le Covid, et le syndicat ne réagissait pas, d'où l'organisation d'un caucus contestant la politique menée. La ville, elle, où ça se passait, elle avait embauché tout un tas d'avocats anti-syndicats pour empêcher la mobilisation à l'avance. Et la négociation du contrat est alors arrivée, et les nouveaux syndicalistes ont poussé pour que la négociation soit rendue publique. Ils ont demandé 6% d'augmentation, quand la direction scolaire proposait 1,5%. Et finalement, ils ont organisé un vote pour décider de la grève, et malgré le bashing anti-prof qui était très fort sur place, et les avocats, ils sont partis en grève. Au bout de 3 jours, ils ont obtenu l'augmentation demandée, mais ils sont restés mobilisés 2 jours de plus par peur de mesures de représailles et pour négocier de ne pas être poursuivis. Parce qu'on va le voir, quand c'est illégal, il y a des poursuites qui peuvent être vraiment très importantes. Ce choix de l'illégalité, il était risqué, mais le syndicat disposait de pas mal d'argent à cause de l'inaction de l'ancienne direction, et donc ils ont pu faire des caisses de grève importantes. Dans le deuxième exemple, l'intervenante, elle a insisté sur la différence entre ce qui est illégal et ce qui est illégitime, c'est-à-dire convaincre les collègues que c'est pas parce que c'est illégal que c'est illégitime. Et dans un milieu de profs, parfois on est très respectueux des lois, c'est important aussi. Et donc dans sa ville, là, le mouvement avait commencé d'abord en 2019 avec une bagarre de profs contre du harcèlement sexuel, puis avec une campagne de défiance, ce qu'ils appellent non-confidence, organisée pendant le Covid contre le nouveau commissaire d'éducation locale, qui foutait rien, en gros, qui répondait pas aux besoins de la communauté éducative, qui protégeait pas les enseignants, les personnels de la pandémie, etc. Et comme il y a eu à ce moment-là, au printemps 2022, d'autres grèves dans le Massachusetts, ça a eu un effet domino. Ils se sont dit, d'autres l'ont fait, donc on peut aussi. Et donc leur contrat a expiré en 2022, et une grosse équipe de négociation collective s'est mise en place, c'est-à-dire qu'ils l'ont élargi, pas juste 1 ou 2 personnes, demandant que la négociation se fasse en même temps pour tous les personnels, parce que l'administration scolaire avait l'habitude de négocier avec les profs, les administratifs, les assistants d'éducation, qu'ils appellent assistants d'éducation séparément, en gros les qualifiés, les racisés, les moins rémunérés, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Et donc eux, ils ont fait pression, ils ont quitté les négociations, mais malgré ça, des contrats guère différents d'avant avaient été proposés, ainsi que quand même une petite provocation, la fin d'une décharge horaire complète pour la représentante syndicale. Et donc ça a entraîné de la colère et entraîné la décision de faire grève, et du coup, après la négociation du contrat, donc illégal.
Et donc, selon celle qui parlait, cette radicalité, de fait, elle a quand même mis 7 ans à se construire. Hein, et les revendications étaient plus larges que les salaires. Hein. Ça allait des kits de premiers secours dans les classes, à la question du logement, etc. Le maire de la ville, il avait personnalisé les choses en faisant beaucoup de prof bashing, mais sa sœur, qui était membre du syndicat et enseignante, a été la première à voter la grève. Donc, ça a donné un certain élan. Et donc la grève illégale a eu lieu, et au bout d'une journée, ils ont obtenu ce qu'ils demandaient. Alors la troisième intervenante, elle a expliqué que les négociations du contrat avaient duré longtemps, 1 an, par catégorie de travailleurs, avec un maire disant que les profs étaient remplaçables. Et donc son hostilité, elle a permis la mobilisation. C'est vrai qu'on remarque tous qu'en terrain très hostile, voilà, c'est parfois plus facile de mobiliser, ça peut dépendre, malgré l'illégalité. Donc, alors, un gros travail en amont, là aussi, avait été mené. Alors, comme parler de grève, c'était illégal, du coup, les profs disaient, ils avaient organisé tout un truc entre eux, et ils disaient qu'ils allaient voter pour décider s'ils allaient au bowling ou pas. Et le vote s'est déroulé, parce que le vote s'est déroulé en fait au bowling local, et du coup, seules 2 personnes ont voté à la fin contre la grève. Les autres, même si vous avez voté la grève, ils avaient quand même peur d'être virés, et il a fallu qu'ils insistent beaucoup sur tout l'aspect action collective, solidarité collective en cas de risque judiciaire. Et donc la grève a duré 1 semaine pendant une vague de froid, il faisait -20 quand même, avec les piquets de grève, et les commerçants des alentours leur apportaient des radiateurs mobiles sur les piquets. Dans le 4e cas, la grève a été en quelque sorte accidentelle. Ils se sont rendus au travail, mais ils n'ont pas travaillé pour protester, je ne sais pas contre quoi. Voilà, dans mes notes, je n'avais pas compris. L'administration a alors déclaré que c'était une grève et a lancé une injonction judiciaire pour imposer une reprise du travail. Et l'intervenant a insisté sur le fait que derrière la peur de désobéir à la loi, bon, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a souvent l'idée que la loi est juste, ce qui bien sûr est rarement le cas. Il avait pris un gros exemple, un exemple du droit de vote des femmes, et en ajoutant quand même que la bourgeoisie de la côte Est, parce qu'on parle du Massachusetts, elle embrasse facilement les idées libérales, les idées de diversité, de tout ce que vous voulez, tant que ça ne lui coûte rien. Alors, dans le 5e cas, la grève, elle a été organisée sur papier. Il y a beaucoup de choses qui se font sur réseau, etc. Et là, eux, ils ont décidé de rien faire en ligne, justement pour que ça soit encore plus discret. Et donc, ils avaient des formulaires papier distribués, alors pour avoir à la fois pour recenser les listes de profs partout, etc. Ils ont trouvé que ça avait été plus efficace que les formulaires en ligne. Et au moment où leur grève a été lancée, ils avaient 98 pour, malgré les risques d'arrestation ou de perte d'emploi. Et donc, dans les échanges après cette première présentation, il est apparu que toutes ces nouvelles directions syndicales, elles venaient des corps. Et ils insistaient sur le fait que la négociation du contrat était pensée comme un endroit où la démocratie est centrale, qui faisait des réunions hebdomadaires pour échanger à contre-courant de ce qui se faisait ailleurs, avant, ou ailleurs aussi. Hein, donc, ils avaient, notamment dans ce qui reprochait aux directions syndicales un peu inactives d'avant, c'est le fait qu'elles s'entendaient avec les acteurs des réformes libérales de l'éducation. Et donc, voilà. Mais ils ont quand même ajouté que le processus de réforme du syndicat, de fonctionnement plus démocratique, c'est quand même quelque chose de très lent. Alors eux aussi, tous ces représentants du corps, ils ont aussi embauché des organisateurs très radicaux. Hein, ce qu'ils leur disaient, c'est « You are at war, we are gonna help you win ». On est en guerre, vous êtes en guerre, et on va vous aider à gagner. Pour l'agitation, pour les contacts avec les parents, avec la population, etc. Alors les répercussions financières de ces grèves illégales ont été abordées, parce que non seulement ça coûte à ceux qui font grève, mais il y a surtout des amendes à payer en cas de grève illégale, à partir du moment où l'injonction à retourner en cours est prononcée. Chaque jour double le montant de l'amende, et dans un cas, ils ont quand même tenu 2 semaines. Alors, comment ça s'est passé après ? Ça fait partie souvent des négociations, de où ils en sont avec ceux qu'ils ont en face. Dans un cas, ils n'ont eu aucune sanction financière, parce que, cite l'intervenante, l'administration était nulle, n'a rien réussi à mettre en place. Ils ont même négocié leur retour en classe contre l'affirmation que l'administration avait fait du tort à l'éducation et aux écoles. Dans un autre cas, ils ont reçu une amende de $200 000 à payer. La banque a refusé que le syndicat fasse un chèque de cette valeur. Et l'administration a alors lancé une plainte contre le syndicat demandant $500 000. Le syndicat a alors brandi la menace de mener campagne contre l'administration aux élections suivantes. Et finalement, les poursuites judiciaires ont été abandonnées. Donc l'amende, elle a dû être payée, mais non, ils ont échelonné, ils ont fait ça en plus de temps. Dans d'autres villes aussi, ils ont eu à payer des amendes de $250 000 réparties sur 3 ans.
Mais aux élections suivantes, les maires ont été virés. Donc voilà, ils se sont vengés. Les trésoreries du syndicat donc, ont été complètement vidées. Et il faut savoir que en fait, les amendes dépendent de ce qu'il y a dans les caisses. Et donc, c'est-à-dire à quel point le syndicat a de l'argent. Et donc, dans une des villes, ils avaient organisé tout un tas d'actions, fêtes, manifestations pour vider les caisses du syndicat. Et comme ça, ils n'avaient pas d'argent. Et ils leur ont dit, on n'a pas d'argent, mais on peut tenir longtemps, on peut faire grève très longtemps. Voilà. Et un des intervenants, alors ce qui était assez drôle, c'est qu'il y a eu une discussion quand même sur le fait que, bon, mais ok, alors on fait quoi, on vote plus pour eux, on les vire, mais après... Et donc, ils ont dit, quand il y a un changement d'interlocuteur politique, ça ne résout rien. Ils disaient, tu es content 5 minutes, mais après, ça redevient des ennemis. Et il faut leur mettre de la pression, leur dire qu'ils sont sur la sellette. Et pareil, et quand on a obtenu un meilleur contrat, on fait quoi? Ils disaient, on recommence, on fait grève à nouveau ensuite, parce qu'en fait, le contrat, il n'est jamais parfait. Et donc, bon, là aussi, ce n'était pas directement le sujet de l'atelier, mais ils ont aussi insisté sur tout le travail en direction des parents avant la grève, qui avait été fait en amont souvent et qui permettait leur soutien du coup ensuite. Donc comme vous voyez, la situation des enseignants d'éducation aux États-Unis, elle est bien sûr très différente de ce qu'on connaît, mais il me semble qu'elle ouvre des pistes de réflexion sur le travail en direction des parents, les liens en direction des parents, de la population, sur aussi la question de la préparation des grèves, sur la question en fait aussi tout court de la grève pour gagner et pas la grève pour témoigner. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important, parce que nous, dans l'éducation en France, les grèves, on en fait des pelletés, mais c'est des grèves minoritaires, c'est des grèves isolées, etc. Et je crois que c'est aussi important de réfléchir à comment on peut construire quelque chose qui va dans le sens plus d'un mouvement d'ensemble. Et aussi, du coup, ça peut nous faire réfléchir sur la question aussi de la démocratie dans un mouvement, la démocratie syndicale, etc. Donc David va maintenant continuer sur ce qu'on a toutes et tous en partie vécu cette année dans l'éducation nationale, avec à nouveau bien sûr des mouvements, et puis comme ça après on pourra échanger entre nous à partir de tout ça. Voilà. Ouais, on s'était dit avec Guylaine qu'on allait, donc moi c'est David, je suis prof en collège à Bordeaux, collège Aliénor d'Aquitaine, c'est très très bordelais. Du coup, on s'était dit qu'on allait prendre comme fil à plomb de l'atelier, que ce soit États-Unis ou France, la question un peu bête de la grève pour gagner. Ouais, parce que bon, c'est un truc qui turlupine un petit peu notre secteur depuis quelques années, l'idée de faire grève pour gagner, pas seulement pour témoigner, au vu des stratégies des directions syndicales. Donc moi je vais commencer par quand même donner un petit peu le contexte dans le secteur de l'éduc en France. Souvent on fait la comparaison dans les services publics avec la santé, même si c'est pas tout à fait du même niveau, mais on a un service public d'éducation en gros qui est asphyxié par le manque de moyens. Enfin, c'est des dizaines de milliers de postes supprimés, un peu toujours par les mêmes. Il faut rappeler que Blanquer, c'était le DGESCO de Sarkozy. Sarkozy avait supprimé 80 000 postes, et ensuite des dizaines et des dizaines de milliers de postes. Donc il faut voir ce que ça donne, des dizaines de milliers de suppressions de postes. Ailleurs, on parlerait de plans de licenciement, etc. Enfin, c'est des plans pluriannuels de dizaines, et donc qui ont profondément changé l'école, le métier. Bon, voilà, il y a des choses qui montrent ça, comme le nombre d'effectifs par classe. Aujourd'hui, ça dépend de nos générations, ça peut être plus ou moins choquant, mais la moyenne des effectifs en lycée, c'est 35. Et d'après les chiffres du ministère même, il explique, donc si la moyenne c'est 35, vous imaginez bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de classes à 38. Alors, donc c'est la multiplication de classes à 38 en élèves qui explique cette moyenne à 35 élèves. Vous imaginez ce que ça veut dire, les conditions de cours, la dégradation, etc. à tous les niveaux, donc asphyxié par le manque de moyens, et aussi donc avec une situation au niveau des salaires qui est un peu détestable, on a un blocage des salaires depuis très 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 longtemps, ce qui peut est désagréable au quotidien, surtout avec un contexte d'inflation qu'on se connaît dans la gueule, donc quelque chose d'assez violent, et avec une série de contre-réformes menées par Blanquer ces derniers temps, particulièrement réactionnaires sur la nature de l'école. Donc c'est un peu ça le contexte, asphyxié par le manque de moyens, des salaires bloqués, et voilà, des contre-réformes qui rendent l'école, j'ai toujours eu un double rôle un petit peu l'école, à la fois
quelque chose qui va plutôt dans un sens positif pour notre classe, de former, d'éduquer largement les travailleurs, et aussi de cadenasser, d'apprendre à obéir à ton chef comme tu apprendras à obéir à ton patron plus tard, tout ça. D'insister sur le rôle le plus réactionnaire et qui ne va pas du tout dans notre sens de l'école, avec toutes les séries de contre-réformes, celle du lycée, la loi de l'école de la confiance, etc. Le bilan de tout ça, de ce contexte, c'est pour ça que je pose au début, c'est qu'on est dans une situation, dans un secteur où on commence à avoir des démissions qui ne sont pas anodines, mais des démissions significatives, des gens qui disent si c'est ça, je vais faire autre chose, et un évitement du concours où là vraiment on peut le vérifier par rapport à des générations précédentes où des gens me disent moi j'ai un certain niveau d'études, tu veux être prof? Non. Et du coup, alors qu'il y a des suppressions de postes, qui manquent des postes en fait par rapport à ce qui est proposé au concours, le nombre d'étudiants qui acceptent est en deçà des postes proposés. Ce qui est une manière depuis quelques années de prouver, vous voyez bien que quand même là, entre la situation des salaires, vous voyez bien le problème qu'il y a dans l'éduc. Donc on arrive à cette rentrée avec Attal, à l'éducation, et au cœur, et maintenant l'éducation, le petit tournant de cette rentrée, c'est que l'éducation devient le cœur de la politique gouvernementale. Une tentative de faire passer, en gros, ce tournant très réactionnaire du gouvernement Macron, de récupération des thèses de l'extrême droite, de faire ça dans l'éducation, avec des annonces, je ne vais pas détailler tout, mais si on prend ce qui a été le plus commenté, évidemment le choc des savoirs et les groupes de niveau, j'y reviendrai, avec le tri social, mais aussi, on a un petit peu oublié depuis, mais l'uniforme, dire on va passer à l'uniforme. Donc le même Attal qui avait commencé par la chasse aux abayas, là il vient, il dit allez l'uniforme partout, puis groupe de niveau. Ça c'est le programme de l'extrême droite dans l'éducation depuis des années. Donc les gens entendent ça. Le Rassemblement national applaudit à l'Assemblée après les annonces d'Attal. Et pour revenir quand même sur les groupes de niveau, qu'est-ce que ça signifie l'annonce sur le choc des savoirs? C'est pas rien. Alors déjà, c'est pas annoncé comme une réforme du collège. En fait, c'est une réforme du collège qui change à peu près tout. Nous, comment on l'a analysé comme NPA révolutionnaire, c'est une politique de classe, en fait. C'est de dire que c'est quand même dès le plus jeune âge. Moi, je suis pour un collège, imaginez ce que c'est des élèves de 6e. Dès des élèves de 6e, t'as les très bons, t'as les moyens, t'as les relégables. Et dans toute une série de bahuts, le groupe des élèves en difficulté, ce serait le groupe des élèves allophones qui parlent mal français, des élèves handicapés. Vous imaginez le projet de société où on a un groupe des élèves en difficulté, on met dans une même classe, dans un même groupe, des élèves qui souffrent de handicap et qui ne parlent pas français. C'est un très beau projet de société quand même. Évidemment, ça, à part l'extrême droite, il n'y avait personne qui réclamait à corps et à cri des groupes de niveau. Donc cette réforme, elle commence à faire gueuler immédiatement avec tout le monde qui reprend l'idée du tri social. Donc on commence à avoir un début de mobilisation dans l'éducation. Je vais faire on s'est dit qu'on allait faire dans cet ordre, parce qu'il y a aussi, au même moment, donc il se passe tout ça en France, mais il y a aussi des exemples d'ailleurs. Les collègues qui parlent un peu anglais, ils ont vu ce qui s'est passé aux USA, qu'il y a quand même des profs, ils arrivent à faire des grèves qui gagnent. Ça discute un peu de ça, mais ça c'était à une petite échelle. Mais en plus, au même moment, il se trouve qu'il y a une grève au Québec. C'est dommage pour les directions syndicales, mais il y a une grève au Québec qui a lieu, et il se trouve que les Québécois parlent français, et que donc du coup, dans ton fil de news, tu vois un truc avec des gars, alors eux, c'est pas des t-shirts pour se préparer à la grève, mais ils avaient des bonnets rouges, tu les vois sur le port de Québec, qui continuent la grève. Ils ont une grève reconductible le mois de décembre, ils continuent la grève, alors que c'est les vacances de Noël, et ils décident de continuer la grève pendant les vacances de Noël en faisant des piquets sur le port, je ne sais pas combien de jours, à la fois sur les salaires et sur les postes. Et au bout de ça, donc c'était la politique de la FAE, un syndicat québécois, ils gagnent sur les salaires et sur les postes. Ça fait quand même un petit exemple de truc qui fait un peu discuter
aussi chez les collègues. Et en plus, bon, ça se voit moins de loin, mais l'exemple de grève un peu contrôlé par la base, c'est-à-dire que quand ils obtiennent des choses, au départ, bon, on ne comprenait pas exactement comment ça se structurait, mais ils disent « Ah oui, mais là, on n'a obtenu qu'une entente, il faut vérifier que les AG de grévistes votent l'accord qu'a fait le syndicat. » Un truc qui est inimaginable chez nous, que quand vous savez, sous l'État syndical obtiennent quelque chose, après, il fallait voter dans les AG pour vérifier si on est d'accord. Bon, voilà, ça n'existe absolument pas. Bon, tout ça, ça diffuse un peu et ça fait que c'est dans ce contexte qu'on a la première grève sur le choc des savoirs, c'est le 1er février. Bon, ça a été voulu, mais la base de l'intersyndicale, c'était contre le choc des savoirs, donc contre les groupes de niveau, mais aussi, et c'est lié à ce que je disais avant, sur les salaires, et aussi sur un plan de recrutement dans l'éducation. Le niveau de colère et d'exaspération fait que cette grève, elle va être un succès. Bon, il faut citer un des facteurs aussi de cette grève, c'est aussi quand même Amélie Oudéa-Castéra, voilà, petit oiseau parti trop tôt du ministère de l'Éducation. On l'a un peu oublié, mais qui nous a fait cette magnifique sortie dans la préparation de la grève en répondant à Mediapart. Oui, mes enfants étaient à Stanislas, mais c'est parce que il n'y avait pas de remplacement de profs. Et cette magnifique vidéo où on voit Attal derrière qui la regarde, qui se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu sais que s'il n'y a pas de remplacement de profs, c'est parce que nous on a supprimé des postes et qu'il n'y a pas de remplaçant? On le voit qui se dit oh là 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 là, la séquence va être rude. Mais ce qui faisait que non seulement ça discutait des groupes de niveau et donc quand même d'une politique de classe, dans des discussions intéressantes sur la nature de l'école, des salaires et des moyens, mais qu'on s'est mis dans ce contexte-là à parler de tout dont on ne discute plus, en gros depuis le début des années 80 et les débuts de la trahison de Mitterrand, etc., c'est-à-dire du double système scolaire en France. Et que la réalité, en France, c'est que oui, il y a un système de service public d'éducation qui existe, mais qu'il y a un système privé qui va relativement mieux, quoi, et pour les élites de ce pays, même un système privé comme Stanislas, etc., qui vit une vie totalement parallèle et en bénéficiant des subsides de l'État et de nos impôts, cette petite particularité. Et ce qui fait que dans les discussions sur cette grève, on s'est remis à discuter de ça, remis à discuter de nationalisation, de contrôle public, de l'éducation privée, des trucs dont on ne discutait pas plus dans l'éducation depuis très très longtemps. Et du coup, bon, évidemment, ce truc-là est vu juste avant la grève comme quand même une sacrée provocation. Et ça rajoute un petit peu en plus la colère sur Oudéa-Castéra. Ça donne des gros taux de grève dans le second degré et dans le premier degré. Ce qui prouve bien que voilà, la colère était aussi sur les salaires, sur les postes, etc. La grève elle est aussi une réussite dans les écoles, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Alors évidemment, parfois il y a des grèves minoritaires, mais on peut dire que celle-là, voilà, le 1er février, elle était quand même majoritaire dans notre secteur, et avec y compris des gens qui se mettent à faire grève, qui ne font pas grève habituellement, parce qu'en gros, même si bon, t'es pas trop NPA, ou même pas trop FI, ou pas trop engagé, la plupart du temps, quand tu t'engages pour être prof dans l'école publique, quand tu choisis ce boulot, c'est pas vraiment pour mener la politique de l'extrême droite dans l'éducation, quoi. C'était pas ta première idée, voilà, qui te venait à l'esprit. Et donc on a des primo-grévistes, je donnerais, pour que ça soit plus bien, aussi des exemples. Moi, dans mon bahut, il y a des gens qui faisaient jamais grève, qui ont fait grève ce jour-là, qui m'ont dit mais comment on fait grève? On a le droit de faire grève, il faut s'annoncer gréviste, tous les trucs de ce type-là. Et après on s'est retrouvés à la manif. Ils m'ont dit mais j'avais pas fait grève depuis, je crois que c'était Juppé. Juppé, tu veux dire, il me dit, ça date 97. Je veux dire 95 là. Ah oui. J'avais manifesté, j'étais lycéenne, donc des gens qui n'avaient jamais fait grève, c'était leur deuxième manif dans leur vie. Depuis 95, donner une petite idée, mais quand même, effectivement, dans les salles des profs, on voit des gens qui se bougent, y compris parce que ça touche vraiment juste à pourquoi j'ai choisi ce boulot. Alors, l'exemple du Québec dont je parlais avant et la petite pression fait que aussi autour du 1er février, ça discute un petit peu de gagner. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent là-dedans, ils veulent vraiment pas que les groupes de niveau ça ait lieu. Ils veulent vraiment pas du choc des savoirs. Ils aimeraient pas que ça se termine comme toutes les grèves qu'on a menées dernièrement sur la réforme du lycée, etc. Comme
le fait que ça passe, et donc ça discute largement des suites. Alors, j'ai donné un exemple sur la démocratie un petit peu syndicale au Québec. Nous, j'avais dit, on n'est pas au même niveau. Du coup, le SNES, un peu sous cette pression, essaye de consulter ses adhérents. Donc bon, c'est pas des sachets, mais ça devient une consultation télématique par mail. Mais on reçoit, donc le SNES, syndicat majoritaire du second degré, un petit questionnaire. Souhaites-tu une suite rapprochée au 1er février ou une suite plus lointaine? Bon, vous voyez, la colère, on a envie de gagner. Évidemment, les gens ils répondent rapprochés. Bon, la question, c'est pas à reconduire. Mais ce petit truc de démocratie, cette pression sur l'idée, vous voyez l'exemple du Québec, ça aboutit à ce truc-là. Vraiment, le SNES, dans son questionnaire qu'il envoie, il justifie en disant pas mal de collègues nous ont envoyé des trucs sur la grève du Québec, l'idée d'un plan d'action pour gagner. Du coup, c'est pour ça qu'on nous demande cette suite rapprochée. Et cette petite consultation, elle donne la suite du 1er février. Ça a eu une grève très étrange que personne n'avait prévue. Le 6 février, du coup, le SNES annonce la suite du 1er tout seul dans son coin parce qu'il a fait sa consultation par mail. Quand on se met à consulter un petit peu les gens, on ne fait pas toujours de manière très démocratique, annoncer la grève du 6 février. Alors c'est un peu embêtant parce que ça, alors qu'on avait une grève, comme j'ai dit, très 1er degré, second degré, on a une réalité depuis des années dans le secteur de l'éducation, c'est qu'on n'a pas la même manière de faire grève, vu que nous, on n'a pas à s'annoncer gréviste dans les collèges et les lycées, alors que dans les écoles, il y a des intentions préalables de grève, ils doivent s'annoncer grévistes. Et alors quand toi, le SNES annonce tout seul dans son coin, sans en avoir parlé aux autres, il va faire grève le 6, évidemment, les gens qui doivent s'annoncer 48 heures à l'avance, on les perd, et donc on perd le 1er degré sur le 6 février. Les autres syndicats suivent derrière, Sud, CGT, puis FO. Et au final, cette grève, tout le monde se dit, mais annoncer au dernier moment, tout ça, ça va se casser la gueule. Ça. Elle est quand même un succès, parce que la colère est telle sur le choc serveur et le contexte, et qu'il y avait des gens qui avaient envie de continuer à y aller, que la grève du 6 février, alors qu'elle est vraiment pas du tout préparée. Je vous dis juste ça, mais ça veut dire qu'on a une grève le 1er, quand la grève elle est annoncée par le SNES, la grève elle est le mardi, on a juste le lundi pour en parler en salle des profs, donc c'est un peu short pour faire une heure d'info syndicale ou machin, donc c'est agi à l'arrache, je croise les collègues à la récré, tu dis au final il y a aussi grève demain, et juste avec ça, la grève elle est significative, et l'exemple que je prenais, c'était la première manif depuis 95, elle refait grève le 6, donc tout d'un coup elle n'a jamais fait, et là 2 journées de grève très rapprochées, donc voilà, ça c'est un peu le contexte, et c'est dans ce contexte-là aussi que démarre, alors nous aussi le problème qu'on a dans l'éduc c'est toujours la question des vacances scolaires, cette grève du 6 c'est juste avant une séquence de vacances par zone, c'est-à-dire de vacances décalées, qui pour tout le monde c'est 2 semaines, mais du coup ça fait énorme, voilà. Et donc c'est la dernière semaine avant le début des vacances par zone. Mais à ce moment-là commence un truc qui a marqué aussi ce mouvement et dont on voulait parler, et avec l'accompagnement avec les États-Unis, des blocages de collèges par les parents, par différents niveaux, des collèges morts, des appels aux parents de ne pas envoyer leurs enfants. Il y a plein de modalités là-dessus, soit blocage du collège par les parents, soit dans la plupart des cas, les parents qui appellent à ne pas envoyer leurs enfants ce jour-là, donc ça s'appelle collège mort, collège désert, etc. Ça commence à ce moment-là, c'est assez fort. Par exemple, chez nous, en Gironde, il y a un coin où c'est très fort, très organisé à ce moment-là, parce qu'ils ont un peu plus de temps, parce que la vacance par zone, c'est à Nantes. Du coup, il y a toute une série de collégiens, du coup, de réunions communes de profs et de parents, donc une forme d'auto-organisation de parents ou avec les parents pour préparer ces collégiens, qui sont des énormes réussites. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des collèges où il n'y a aucun élève qui vient, c'est-à-dire 5, 6. Moi, dans le mien, il y a 20 élèves qui viennent, donc 10 pour aller à la cantine à midi. Donc, voilà, sur un collège de 6 ans, c'est quand même, ça prouve, à ce moment-là, avec ce début de collège désert, ça prouve en fait le refus profond des parents d'élèves de cette réforme. Il n'y a personne qui veut justement de cette politique de classe. Et parce qu'aussi, avec le double système scolaire qu'on a en France, si on n'a pas envie de se mélanger quand on va à l'école publique socialement, on choisit l'école privée. Et donc, que ça soit les parents des quartiers populaires, les autres, il n'y a personne en fait qui veut de ça. Et ce moment des collèges désert commence à prendre à ce moment-là. Ça va marquer toute la suite. Donc la question par contre de la suite de la grève,
Là, elle est plus compliquée, vu qu'on rentre dans une série de vacances. Il y a une perspective, l'intersyndicale parle du 19 mars, parce qu'il y avait une date plantée depuis longtemps. Et là, on rentre dans les trucs compliqués, justement, par rapport aux USA ou au Québec, mais une grève qui n'avait rien à voir, qui était une grève fonction publique, pas éducation, pas sur les mêmes revendications, sur les salaires. Pas mal de gens essaient de se raccrocher à ça, dont nous, dont les collègues qui avaient fait beaucoup, qui commençaient à se bouger beaucoup dans l'Académie de Nantes avant les vacances. Ils disent, ben, nous, on partira en reconductible après le 19 mars jusqu'à gagner. Donc l'idée, se mettre d'accord sur une date à partir de laquelle on part pour partir en grève reconductible. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le 93 qui arrive dans la danse, parce que c'est un petit pareil, qui se discutait dans ce département depuis un moment. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, l'éducation, je l'ai dit au début, est asphyxiée par le manque de moyens, mais en éducation prioritaire, dans les quartiers populaires, ça tombe carrément en ruine. Et ça fait un moment qu'il y a des collègues dans le 93 qui discutent de partir sur un plan d'urgence pour l'éducation. Mais ça, ils discutent de ça depuis bien avant le début du choc des savoirs. Et le problème, c'est que cette discussion, elle est pas mal cadenassée par l'intersyndicale du 93 qui veut partir sur son plan d'urgence 93, qui est tout à fait légitime de dire que l'éducation tombe en ruine dans le 93. Mais du coup, voilà, il y a un appel juste après les vacances du coup qui suivent cette grève du 6 février dans le 93, à partir en grève dès le jour de la rentrée. Donc c'est assez radical sur deux questions. C'est en grève reconductible, et puis c'est dès le jour de la rentrée. C'est pas pour rien quand tu es prof de dire je prends pas les élèves dès la rentrée et puis je pars en grève et je vais pas m'arrêter. C'est quand même un sacré signal qui est envoyé. Quand la grève démarre, ben, elle est quand même un succès pour toutes les raisons que j'ai dit là, parce que ben, y a un manque de moyens très important dans le 93 et que le plan d'urgence est tout à fait légitime, mais aussi elle est particulièrement forte en collège parce qu'il y a déjà des collèges qui sont mis en bagarre sur le choc des savoirs, et que, soit dit en passant, il y a des annonces du gouvernement juste pendant ces vacances-là de dire ben, au fait on va mettre un énorme coup de rabot, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va faire énormément d'économies de l'État, des milliards et des milliards, et il y aura 700 millions d'économies dans l'éducation, ça veut dire tant de suppression de postes d'AED, etc. Donc vous imaginez, il y a une énorme grève choc des savoirs, et toi pendant les vacances, tu apprends que ben, c'est chez toi qu'on va supprimer les postes dans l'éducation, alors que tu avais une grève prévue à la rentrée. Bon, ceux qui n'étaient pas totalement convaincus, par exemple, bon, voilà, notamment en lycée, parce qu'ils étaient moins dans la bataille sur le choc des savoirs, ça a permis aussi que cette grève elle soit un succès. C'est les discussions qu'on avait avec les camarades, y compris en lycée, parce qu'on sentait, les collègues se sentaient concernés par les suppressions de postes possibles et par la provocation du gouvernement. Donc là, il y a un mouvement de grève reconductible assez fort qui démarre dans le 93, avec des AG éduques. Et nous, évidemment, on décide d'y intervenir. Il y a un certain nombre de collègues voilà, qui participent au mouvement de grève et qui sont au NPA. Et là, en fait, il y a une opportunité parce qu'il y a une grève reconductible et il y avait un mouvement de l'éducation qui avait démarré au niveau national. Ça commence à partir dans le 93 en reconductible. Il y a une possibilité. Bon, en sachant, bon, ça c'est la blague de la grève par zone, au moment où le 93 démarre, d'autres sont encore en vacances. Mais il y a une vraie possibilité si on arrive à avoir des revendications communes unifiantes. Donc, nous, au niveau du secteur, comme l'a dit Nicolas au début, on a un groupe WhatsApp. Mais là, on essaye de faire un peu mieux qu'au groupe de WhatsApp et de faire des réunions, y compris bon, voilà, à distance, pour se caler entre nous, profs de différents coins, de différentes académies, entre ceux qui commencent à partir en grève reconductible, ceux qui n'y sont pas encore et qui ont participé à la grève, pour se coordonner, voir comment on peut avoir des revendications unifiantes et pouvoir construire un mouvement justement de grève pour gagner. Donc ça a donné quelque chose d'assez particulier, c'est que il y avait un mouvement de grève reconductible très fort dans le 93, mais il y a eu une politique de l'intersyndicale du 93 qui a été de limiter le mouvement aux revendications du plan d'urgence pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extension. Ce qui était quand même un peu une folie, et du coup, nous, nos camarades, ont défendu évidemment qu'il fallait se battre aussi sur le choc des savoirs, etc. Il y avait pas mal de collègues qui s'étaient engagés dans la grève, aussi contre le choc des savoirs, aussi contre les groupes de niveau. Ça a donné des choses un peu
magique quand on parle voilà, des bureaucraties syndicales, c'est qu'à un moment donné, dans les appels de l'intersyndicale 93, eh bien, bon, la mention du choc des savoirs tout d'un coup a disparu. Tout d'un coup, un soir, la mention du choc des savoirs des groupes de niveau disparaît de l'appel du 93 parce que l'intersyndicale, elle combat ce que nos camarades défendaient, c'est-à-dire l'extension, l'unification du mouvement avec le reste. Ça a donné toute une série de débats très forts. Alors évidemment, on n'a pas pu battre la politique de l'intersyndicale, mais il y a quand même des expériences intéressantes, notamment une AG où on a réussi à inviter des collègues d'autres du département du 95, parce qu'au même moment, il y a des collègues du 95 à Garges-les-Gonesse qui partent en grève reconductible sur les moyens au lycée Simone de Beauvoir, avec un collectif Simone à 30 et qui font toute une série de choses quand même un peu radicales. Ils bloquent le rectorat, ils poursuivent le recteur qui s'appelait Champion, bon, ça on ne l'invente pas dans la rue, pour dire pourquoi tu ne veux pas discuter avec nous. Bon, il ne veut pas discuter avec eux, et du coup, vu qu'il ne veut pas discuter avec eux, ils reviennent un autre jour, ils se mettent à occuper le rectorat. Bon, à Versailles, ils occupent plusieurs jours. Bon, et ces gens-là, en grève reconductible, quand même un petit peu déterminés, à un moment donné, ils viennent à l'AG du 93, où nous, quand même, défendaient la perspective de l'extension, parce qu'en disant, si on est seul dans le 93, dans l'éducation, pour gagner sur le plan d'urgence et sur le rêve, en fait, on ne va pas gagner seul, et c'est au contraire, si la grève gagne d'autres collègues qu'on va y arriver, là ils viennent et ça donne une belle image d'AG où il y a 93-95 même combat qui est scandé par les grévistes, et au bout d'un moment, cette pression, la défense des camarades, d'un truc qui paraît juste à tout le monde quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont mis en grève, aussi comme je disais, contre les groupes de niveau et aussi contre le choc des savoirs sur les moyens, en fait, cette bataille commune, elle permet que le choc des savoirs réapparaisse dans l'appel de l'AG, avec un contre le choc des savoirs pour un choc des moyens et des salaires. Et pour l'anecdote, suite aussi à la pression d'une AG d'Aulnay qui avait été importante à 130, où c'est compris les parents qui étaient venus dire aux collègues bon, écoutez, c'est quand même un peu étrange là, vous vous battez pas pour les salaires. Enfin, bon, alors que nous, profs, on a tendance à dire ah là là, si on parle des salaires, les parents vont pas vouloir nous soutenir. Mais si vous êtes mal payé, il n'y a personne qui va vouloir faire ce boulot. On va jamais s'en sortir si on obtient des postes. J'ai fait bon, ok, là, on va rajouter ça. Et cette pression, la pression de nos camarades du NPA sur dire il faut, pour gagner, il faut l'extension, il faut les revendications dans différentes AG qui étaient écoutées de cette AG de données, fait que l'éducation, elle réapparaît. Voilà, tout ça, ça nous mène au moment où les vacances sont terminées, tout le monde voit cet exemple de la grève reconductible du 93, et certains me disent il faut rejoindre le mouvement. Il y a le 19 mars qui arrive. Alors, j'ai expliqué la politique qu'on a menée. On a réussi à obtenir des choses. Voilà, l'impression de la revendication unifiante, quelque chose qui se passe quand même un peu sur la région parisienne, même s'il n'y a pas eu d'AG Île-de-France, comme on aurait voulu vraiment de grévistes, parce qu'il n'y avait pas d'autres qui s'engageaient dans la grève reconductible. Ceux qui en dans le 95 l'ont fait, sont venus à une AG 93. Et une AG 93 où il y a des grévistes du 95 qui viennent, où tout le monde gueule 93, même combat, elle est 93, mais elle commence à être un peu autre chose. Donc il y a des choses qui se sont passées, mais on n'a pas réussi à avoir un vrai cadre de reconductible qui gagne tout l'Île-de-France. Ce qui fait que quand le 19 mars arrive, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. C'est l'intersyndicale qui arrive avec sa grève isolée sur des revendications qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe depuis le début, ni ce qui se passe dans le 93, ni le choc des savoirs. Et tout le monde regarde cette grève quand même et dit bon. Et au final, cette grève, elle n'est pas le succès du mouvement précédent. Et l'intersyndicale, qui a tout fait pour que ça ne marche pas, peut dire vous voyez, les collègues ne sont pas prêts à continuer le mouvement. Pour l'aspect un peu syndical, pour la blagounette, quand même, tout le SNES avait vendu mais ça sera autour du 19 mars. Ils maintiennent le congrès national du SNES pendant la grève. Donc, quand même, tu as toute la direction du syndicat qui décide de partir une semaine en congrès au moment où tu es censé mener la bataille, c'est que tu n'es pas du tout prêt à mener la bataille. Bon, voilà. Et ça donne la caricature des journées isolées, du coup, de la grève, plutôt pour perdre que pour gagner. Le 19 mars, j'ai expliqué, et la dernière journée de grève, ça sera le 2 avril. Le 2 avril, alors moi depuis que je suis prof, on fait grève les mardis et les jeudis. On m'a toujours expliqué parce qu'il ne faut pas faire des week-ends de 3 jours
c'est compliqué à expliquer aux parents. Et là, l'intersyndicale propose une grève le 2 avril, un mardi, après un week-end de 3 jours. Donc on fait un week-end de 4 jours, vous imaginez le succès infini de cette stratégie. Je vais conclure voilà, sur le bilan qu'on peut avoir, nous, de la politique menée. Bon, on a défendu l'auto-organisation, j'ai un peu décrit ça précisément. Des discussions qu'on a pu avoir, mais c'est aussi pour le débat, une des faiblesses qu'il y avait, c'est que, en gros, les collègues qui avaient des traditions d'auto-organisation et d'agir indépendamment de l'intersyndicale, début de ces dernières années, c'était plutôt un lycée. Donc les collègues qui avaient eu l'expérience de la grève du bac, de la grève des E3C, un peu avant ça des combats à l'éducation prioritaire avec Touche pas ma dette, c'était des collègues de lycée. D'ailleurs, dans la grève du 93, ces discussions qu'on a vues, les collègues de lycée, ils regardaient la politique de l'intersyndicale, ils disaient mais c'est débile, on va jamais gagner tout ça, parce qu'ils avaient eu l'expérience de faire des trucs en commun, en Ile-de-France, etc. Et en collège, on avait moins ce réseau de gens qui étaient en capacité d'agir par eux-mêmes de manière un peu indépendante de l'intersyndicale, ce qui a moins permis voilà, d'avoir l'auto-organisation, un niveau d'auto-organisation qui permette de ne pas dépendre de la politique de cette intersyndicale que je vous ai décrite là sur la fin. C'est quand même assez magique, mais du coup tout l'intérêt de réseau quand même, quand on arrive de coordination, d'auto-organisation qu'on arrive à défendre, dans ces moments-là, si tu les as, ça marche, si tu les as pas, tu le payes. Et c'est ce qui s'est passé aussi en collège. Donc ça c'est bilan auto-organisation prof. Et sur le bilan auto-organisation parents, si on compare aux États-Unis, et moi je trouve que c'était intéressant vraiment ce que racontait Guylaine, le moment où les parents ils venaient bloquer pour aider les grévistes. On a eu un problème à un moment, c'est que dans le mouvement, avec l'absence de la politique coordonnée de l'intersyndicale, c'est chacun qui faisait ce qu'il voulait dans son coin. Moi je fais mon collège désert, moi je reconduis un peu là. Et au bout d'un moment, les collèges morts, les collèges déserts, on peut remplacer la grève. Et parce que ça coûte moins pour des profs, parce que si tu n'es pas en grève ce jour-là, tu économises des journées de grève. Mais sauf que tu perds le contrôle sur le mouvement. Parce que si tu n'es plus en grève, c'est plus toi qui décides si tu es en grève ou pas. Et donc tu vas voir des parents et tu leur demandes éventuellement pas envoyer les élèves ce jour-là. Et tu perds le contrôle sur ce mouvement. Donc sur la question des collèges morts, collèges déserts, il faut aussi qu'on discute. Il y a des formes d'auto-organisation parents qui étaient très intéressantes. Mais il ne faut pas perdre la grève. Et oui, c'est très bien s'il y a un collège mort. Mais il faut être en grève à ce moment-là, parce que sinon, en plus, ça peut donner, quand il y a des directions plus ou moins sympas, tu es dans ton collège mort, tu n'as pas d'élèves, mais il y a ton chef qui te dit « reste dans le collège pour vérifier que la personne est pointe ». Et donc, en plus, genre, tu es mobilisé, mais tu ne peux même pas aller manifester, pas aller voir tes collègues, etc. Enfin, s'il y a des collèges morts, des collèges déserts, il faut être en grève à ce moment-là, il faut aller faire des tournées de bahut, il faut tourner, et c'est la grève quand même qui doit être le fil à plomb, et les parents, ça doit être pour aider, sinon tu perds le contrôle sur ton mouvement et sur la grève. Mais je pense que, pour terminer, le bilan de tout ça, c'est que les exemples internationaux, ils ont un peu percuté le mouvement cette année. La question de l'éducation, quand même, elle a fait discuter largement parce qu'il y avait justement des mobilisations par an. Et si on tire les bons bilans avant, avec les collègues de cette année, ce qu'on pourra avoir, c'est vraiment la grève pour gagner la prochaine fois. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le secteur éduc interrévolutionnaire. Voilà, merci.